Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandiranera. Donc ce soir, Monsieur PGL, c'est-à-dire moi-même bien sûr, est à la barre, accompagné de Lord Tesla pour la technique. Et nous avons l'occasion et l'honneur de recevoir un acteur de l'histoire, un grand témoin pour l'histoire. J'ai nommé Carlo Alfredo Panzarazza. Carlo Alfredo, bonsoir. Bonsoir. Buonasera. Carlo Alfredo Panzarazza, donc un volontaire de France dans une unité d'élite de la République sociale italienne, la fameuse Decima Mas. Nous allons en parler plus en détail dans le cours de cette émission. Carlo Alfredo Panzarazza est accompagné de son ami, un historien spécialiste de l'histoire des guerres italiennes, notamment et du début du XXe siècle, du 1915 à 1945, et rédacteur en chef des revues Uniforme et Reportages de guerre, Laurent Bealafato. Laurent Bealafato, bonsoir. Bonsoir. Laurent Bealafato est également auteur de 3 ouvrages. Le crépuscule du fascisme, Histoire de la République sociale italienne, qui a connu 2 éditions, aux éditions du Mondare et aux éditions Godefroy de Bouillon. L'Italie en chemise noire, qu'il a co-signé avec son père Enzo, aux éditions de l'Homme libre, et un ouvrage consacré à cette unité que nous allons évoquer par la personne de notre invité, la Decima Mas, les nageurs de combat italiens de la Grande Guerre à Mussolini, aux éditions Histoire et Collection. Notons également que sur ce sujet a été édité récemment un magnifique album photo intitulé Volontari di Francia, les volontaires de France, qui évoque justement cette poignée de jeunes hommes qui ont tout risqué, nous allons le voir, pour défendre l'honneur d'un pays qui avait justement qui avait connu une situation en 1943 donc particulière, et on va expliquer un petit peu ce contexte de cet armistice durant la Seconde Guerre mondiale. Donc un magnifique album, Volontari di Francia, illustré par des photos inédites que notre invité avait prises à l'époque avec un mythique appareil photo, les fameux Leica. Donc un ouvrage de plus de 140 pages qui est en vente pour la modique somme de 25 €. Nous indiquerons toutes les références à la fin de l'émission. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet avec le témoignage de notre invité, je vais peut-être demander à Laurent Bealafato de situer un petit peu le contexte historique qui nous intéresse, qui nous occupe, à savoir celui d'une Italie qui est entrée en guerre donc au début de la Seconde Guerre mondiale avec tous les paramètres qu'il faut bien connaître. Laurent. Oui, donc rebonsoir. L'Italie, effectivement, est entrée en guerre le 10 juin 1940 aux côtés de l'Allemagne. Elle va mener une campagne de 3 ans de guerre intensive, que ce soit sur le front méditerranéen, c'est-à-dire le front d'Afrique, le front grec, et également sur le front russe. Dans tous ces éléments-là feront que l'armée italienne sera engagée massivement, avec, il faut le dire, des moyens très très limités pour l'époque, face à des adversaires naturellement surarmés par rapport à ce que pouvait apporter l'armée italienne. Je rappelle que le soldat italien, pendant toute la guerre, s'est battu avec le même fusil que son aîné de 1914-1918. Oui, le fameux Mandicia Carcano en calibre 6,5 mm, qui était largement insuffisant face aux armes individuelles des ennemis. Sans parler du reste, des blindés légers, donc artillerie insuffisante, en fait. En tout cas, pauvre matériellement. Absolument. Donc, suite à différents revers que va connaître l'armée italienne, mais également l'armée allemande, que ce soit sur le front d'Afrique ou sur le front russe, en 1943, nous sommes en mai 1943, les dernières forces italo-allemandes capitulent en Tunisie, au mois de mai 1943. Il y a ensuite l'invasion anglo-américaine de la Sicile en juillet 1943, et on arrive au 25 juillet 1943 où le gouvernement fasciste de Benito Mussolini est destitué par un mini coup d'État, on peut dire, qui est fomenté par le roi Victor Emmanuel, donc qui est le roi d'Italie à l'époque, et le maréchal d'Italie Badoglio. Voilà. Donc suite à ce coup d'État, un nouveau gouvernement est créé, dirigé par le maréchal Badoglio, qui n'aura cesse pendant les 2 mois de son mandat de négocier une paix séparée avec les Anglo-Américains et finalement de trahir son allié allemand.
Voilà, donc les Allemands réagissent vigoureusement. Alors, à l'annonce de l'armistice le 8 septembre 1943, effectivement, l'armée allemande qui est présente en Italie et également en Yougoslavie et en Grèce, où il y a de nombreuses unités italiennes, réagit assez vivement en arrêtant et en déportant dans des camps internés militaires la plupart des soldats italiens. Il y a même malheureusement de nombreux combats entre les troupes italiennes et les troupes allemandes qui sont dus notamment aux ordres donnés par le maréchal Badoglio de résister aux troupes allemandes. Je crois l'île de Corfou notamment, je crois. Exactement. Épisode tragique, voilà, malheureusement. Épisode tragique où de nombreux soldats italiens seront exécutés par les soldats allemands parce qu'ils avaient effectivement opposé une résistance très vive aux troupes allemandes. Donc on arrive donc à cette date. Il faut savoir que Mussolini, entre-temps, lui, est emprisonné par les carabiniers italiens qui sont aux ordres du roi d'Italie, du maréchal Badoglio. Et le 12 septembre 1943, il est emprisonné au Grand Sasso, donc, qui est un hôtel qui est situé en haute altitude, et il est libéré par un... Dans les Abruzzes, absolument. Il est libéré par un commando de parachutistes allemands, dirigé par le fameux Otto Skorzeny, que tout le monde connaît, hein, et donc dans un coup de main spectaculaire, donc il est libéré et il rejoint donc l'Allemagne, où il crée le lendemain la République sociale italienne, hein, donc officiellement, pour faire, en fait, si vous voulez, une grande séparation entre le régime d'avant 1943. Qui était une monarchie, il faut le rappeler. Qui était une monarchie, absolument, avec Benito Mussolini à sa tête en tant que chef d'État, mais c'était le roi d'Italie qui avait la main sur l'ensemble de l'Italie s'il le souhaitait. Si je peux me permettre, Laurent, quelques petits mots sur cette fameuse République sociale italienne, où on parle souvent de retour aux sources, du fascisme originel. Absolument. Donc, la République sociale italienne, en fait, il y a vraiment un retour aux sources par rapport aux premiers faisceaux de combat, ceux de 1919-1922, ce qu'on appelait les faisceaux révolutionnaires, où effectivement il y avait un véritable programme révolutionnaire à l'époque, qui était vraiment à l'opposé des idées libérales et marxistes, mais également des idées libérales et également des idées marxistes. Hein. Donc en fait, une sorte de troisième voie, quoi. Une sorte de troisième voie. En fait, c'était, on peut dire que c'était un socialisme entre guillemets à l'état pur, quoi, si vous voulez, avec des idées très nationales, naturellement, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'unification italienne date de 1861, donc à l'époque c'est très récent, c'est extrêmement récent, et il y a eu, si l'Italie est entrée en guerre pendant la Première Guerre mondiale, c'était notamment pour récupérer les terres irridantes, c'est-à-dire les terres à l'est, au nord-est de l'Italie, qui étaient encore occupées par l'armée autrichienne à l'époque. Voilà, le Trentin, l'Istrie, donc etc. Le combat de nombreux Italiens à l'époque était effectivement pour cette unité, cette dernière grande unité italienne, et il était pour eux donc hors de question de s'allier aux communistes qui voulaient naturellement détruire les nations. Voilà. D'accord. Donc Oui. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on va avoir une levée de volontaires qui vont se lever justement pour l'honneur d'Italie, pour l'honneur de l'Italie. Donc expliquez un petit peu cette notion, ce sentiment. En fait, si vous voulez, à l'annonce de cet armistice, de nombreux Italiens ne vont pas du tout accepter cette situation, pas nécessairement parce qu'ils sont fascistes, hein, il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas spécialement d'idées politiques, mais qui ont un sentiment très fort de patriotisme, hein, et qui vont absolument se rebeller contre cet armistice et décider donc de s'engager dans la nouvelle République sociale italienne. Donc ce qui est le cas de notre ami Carlo qui est présent. Alors là, ça sera un cas très particulier puisque ce sont des Italiens qui vivent en France, qui sont nés en France, qui ont parfois la nationalité française et donc qui viennent d'horizons très divers, comme nous l'expliquera tout à l'heure Carlo. Voilà. Nous allons donner la parole à notre invité en reprécisant, pour ajouter deux petites choses à ce que vous venez de dire, que parmi ces familles italiennes immigrées, il y en avait même certaines qui l'avaient fait pour des raisons politiques, absolument, par antifascisme. Il y a beaucoup d'antifascistes, absolument, dont les parents ont fui le fascisme en 1922 et qui étaient même pour certains dans les jeunesses socialistes. Donc ça ça va être un petit peu un sentiment, une réaction qui dépasse le strict engagement
engagement politique ou la stricte appartenance idéologique. C'est ça qui est intéressant à signaler. Exactement. Alors, Carlo Alfredo, pourrez-vous un petit peu, avant de revenir dans ce contexte particulier qui vous a vu réagir cette année 1943, vous présenter à nos auditeurs, donc, quelles sont un petit peu vos origines, dans quelles circonstances votre famille est venue en France et quel a été rapidement votre parcours jusqu'à cette fameuse année, donc 1943. Bon, je commence par l'arrivée de mes parents en France en 1911. Et donc, ils ont eu 3 enfants. Donc, j'ai 2 sœurs. Et moi, je suis né après, le dernier. Et j'ai vécu dans l'atmosphère familiale italienne, voilà. Mais je fréquentais les écoles françaises. Je me sentais aussi français. Vous parliez italien à la maison, j'imagine. À la maison, il fallait parler italien. Et vous étiez originaire de quelle région de l'Italie, si je peux me permettre? De la Lombardie. Ah, d'accord. Pavia, de côté de Pavia. Pavia. Voilà, en pleine Lombardie. Et on devait parler l'italien à la maison, mais justement parce que, en fréquentant les écoles françaises, et nous, on avait des connaissances, des camarades français, et donc ça allait bien comme ça. On apprenait les 2 langues. On a même appris le patois de nos parents, comme beaucoup des camarades que j'ai fréquentés. Voilà. Qui est particulier, oui. Et donc, bon, la Première Guerre mondiale, que mes parents ont assisté, ont vécu en France pendant la Première Guerre mondiale. Et arrivons donc à la Deuxième Guerre mondiale, parce que moi j'étais tout petit avant, je suis né en 1926, et lorsque il y a eu le 25 juillet 1943, la chute, disons, de Mussolini, les choses ont commencé à changer. Nous avons vu disparaître les principales autorités qui nous représentaient à Paris, et même en France, dans d'autres villes, et qui ont changé encore le 8 septembre, quand il y a eu l'armistice en 1943. Vous étiez sur Paris à l'époque, hein? Comment? Vous étiez sur Paris. J'étais allé, je fréquentais des lycées à Paris. J'ai fréquenté le Claude Saint-Jean-de-Passy, Saint-Jean-de-Sailly, je crois. Ensuite, Claude Bernard, et puis Saint-Jean-de-Passy. Voilà, ça c'est les 3 collèges ou lycées que j'ai fréquentés. Ensuite, donc, lorsque il y a eu cet armistice honteux, pratiquement, qui a déshonoré l'Italie, les jeunes qui se fréquentaient se sont réunis de plus en plus, et le lieu de nos retrouvailles, c'était le CIT, le centre Centro Italiano del Turismo, qui était du côté de l'Opéra, oui. Et ensuite, où il y avait l'école italienne, rue Marguette. Et c'est là qu'on se retrouvait, où on a aussi exprimé notre volonté de partir volontaire, parce qu'on estimait que la seule chose qu'il fallait faire pour des jeunes, c'était de prendre les armes à la main et d'aller combattre contre l'envahisseur que nous considérions les Anglo-Américains. Et donc, c'était le seul moyen de combattre pour l'honneur de l'Italie et laver cette honte de l'armistice inconditionné qui est accepté par le roi et Badoglio. Avant cela, est-ce que vous aviez des opinions politiques particulières? Est-ce que vous éprouviez une sympathie pour le régime fasciste d'avant 1943 ou après? Ou est-ce que c'est avant tout un réflexe patriotique? Cette sympathie, je dois préciser d'abord que mon père n'était pas inscrit au parti fasciste. Il était italien et c'est tout, quoi. Il ne s'occupait pas de politique. Mais moi, j'en fréquentais mes camarades, surtout ceux qui fréquentaient les écoles italiennes telles que le lycée, les écoles normales. Donc ils avaient une éducation fasciste, parce que le fascisme était à l'époque faisait partie des études de ses camarades.
Et donc moi, en les fréquentant, je les ai suivis, j'ai participé à des manifestations et je me suis inscrit au parti fasciste. À la GIL, ça s'appelait. Jeunesse italienne du lutteur à l'étranger. Voilà. C'est dans ce contexte-là aussi que vous précisez dans un article que je resignalerai d'ailleurs, un article que Laurent Barafato a signé dans le dernier numéro de la revue Uniforme, dont il est rédacteur en chef, numéro 285, en vente en ce moment dans tous les bons kiosques. Donc vous précisez que vous avez assuré, dans cette époque un petit peu de déconfiture, dans ce moment un petit peu de trouble, la garde des bâtiments officiels qui appartenaient donc au régime italien dans Paris. Et il semblerait, comme vous l'avez précisé sur d'autres ondes, que vous aviez des compagnonnages singuliers d'Italiens qui sont devenus aujourd'hui assez célèbres. Nous avions installé rue Cédillo, au 12, je crois, 12 rue Cédillo. C'était l'endroit où il y avait le Fascio, le représentant du FASO, qui nous avait abandonnés, aussi au 8 septembre. Et donc, on avait occupé ces locaux et on avait mis une table à l'entrée où les Italiens qui pensaient d'adhérer à ce nouveau mouvement suite à la libération de Mussolini, à la constitution de la République sociale italienne, ils venaient donner leur adhésion. Et parmi beaucoup de jeunes sont venus, jeunes et moins jeunes, mais enfin, parmi les personnages les plus remarquable à l'époque pour nous, tout du moins. Il y avait Serge Reggiani, qui était un acteur de cinéma. Il y avait Yves Montand, qui était un chanteur. Il a bien changé plus tard. Il y avait Rina Chetti, qui était une chanteuse, mais on nous avait dit à l'époque qu'elle faisait partie des services secrets italiens, cette Rina Chetti. Et aussi, on avait un acteur de cinéma qui avait fait un boxeur aussi, Lino Ventura. Notre cher Lino. Ça nous le rend encore plus sympathique. Il était d'origine de Parme, lui, d'origine, Ventura. Voilà, donc ils venaient tout simplement leur donner, ils ne se sont pas enrôlés comme nous en avions l'intention, mais ils ont voulu donner leur adhésion à ce mouvement, parce que aussi ils pensaient que ne le faisons pas, peut-être étant personnage en vue, ils auraient peut-être dû donner quelques questions leur auraient été posées par les Allemands qui étaient occupants, là, finalement, et desquels on était un petit peu à la merci quand même. Alors, à la suite de ça, comment va se passer votre incorporation avec les autres volontaires, donc les fameux Volontari di Francia? Précisons d'ailleurs à ce sujet, on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, que beaucoup de vos camarades ne parlaient pas forcément toujours bien la langue maternelle, donc t'es français, donc en fait, là aussi, on a des situations singulières, quelque part. La majeure partie parlait le français et quelquefois souvent même le patois de leurs parents, selon la région. Donc il y en avait toutes les régions d'Italie. Regarde, des Napolitains, des Lombards. Du sud au nord, oui. Et très peu l'italien. Très peu l'italien. Donc on s'entendait quand même, parce qu'on parlait tous le français, c'était la langue dont on se servait pour parler entre nous. Quoi, voilà. Et alors, dans ces réunions, on était pratiquement décidés à prendre les armes, mais il fallait bien que quelqu'un nous les donne, ces armes, et nous fasse aller quelque part. Alors, il y a quand même... les choses ont commencé à retourner dans l'ordre, et Mussolini avait envoyé à Paris, comme commissaire du faisceau... Inspecteur. Oui, inspecteur. Ispettore del Fascio, inspecteur du Fascio. Ernesto Marchiandi, qui était un Saint-Sépulchriste. Les sans-sépulchristes, voilà, ce sont les premiers adhérents au fascisme en 1919 qui ont donc se sont réunis sur la place du Saint-Sépulcre à Milan, et qui donc ça représente environ 200-300 individus, donc on les a appelés les sans-sépulchristes après, voilà. Donc c'est les tout premiers. Un vieux de la vieille, quoi, un fidèle. Quoi. Et alors c'est ce que Mussolini a pensé d'envoyer pour remettre de l'ordre en France et dans le milieu italien, en Belgique et dans le Luxembourg, il s'occupait de ces trois endroits.
pour remettre de l'ordre parmi les Italiens qui voulaient suivre ce mouvement. Et donc, de là, on a notre présence et notre comment on dit, volontariat. Attends, je sais pas, le volontariat. Le volontariat, voilà. Ont été signalés au commandement italien qui était à la base de Bordeaux. Le commandement qui était tenu par le commandant Enzo Grossi, qui était une médaille d'or. C'était un sous-marinier. Je vais passer la... On peut préciser. Une petite précision. La base de Bordeaux, en fait, est une base sous-marine italo-allemande, où il y avait des sous-marins à la fois allemands et italiens qui opéraient notamment en Atlantique. Et elle était commandée par un amiral allemand pour la partie allemande et par un officier supérieur italien pour la partie italienne. Et en 1943, effectivement, c'est le commandant Enzo Grossi, qui est un personnage haut en couleur, multidécoré, qui a eu la médaille d'or italienne, qui est la plus grande décoration militaire italienne, ainsi que la croix de chevalier allemande, pour différents bâtiments coulés en 1942 notamment. D'accord, donc c'est vrai qu'on ignore trop souvent que des sous-marins italiens ont même combattu dans l'Atlantique. Absolument, avec de beaux succès. Ils ont coulé de nombreux navires alliés. La petite précision, c'est qu'à partir de 1943, ces sous-marins sont complètement dépassés pour les combats purs en Atlantique, parce qu'ils ont notamment des kiosques trop importants, trop imposants. Trop facilement repérables. Donc on les utilisera surtout à partir de 1943 pour faire des navettes en Extrême-Orient pour aller chercher des matières premières comme le caoutchouc notamment que les Allemands n'avaient pas et et en échange donc les Allemands amenaient aux Japonais du matériel de précision, de l'optique, etc. Les Allemands et les Italiens. Les Allemands et les Italiens. Ah oui, donc des sous-marins quand même de grandes croisières. Absolument. Voilà, absolument. Alors, vous êtes acheminé de la base sous-marine de Bordeaux. Ça commence par l'envoi de la part des autorités de Bordeaux, de la marine italienne. Ils nous envoient un sous-officier qui est un sous-officier de l'infanterie marine. Infanterie de marine, fusilier marin pratiquement. Le fameux San Marco. Voilà, San Marco. C'est un sergent qui arrive à Paris avec des armes, des fusils, des mitraillettes, des mitrailleurs, des mitrailleuses et des fusils mitrailleurs. Et il commence à nous donner l'instruction aux armes dans l'école de rue Marguerite. Voilà. Et donc on commence là des entraînements, la discipline militaire. Quel était votre nombre? On est arrivé déjà à 150 environ. Oui. Puis on n'a pas été beaucoup au-delà, 160. On a rejoint moins de 200 en tout cas. On a rejoint, oui, à un certain moment, on a rejoint les 200 si on tient compte des derniers arrivés. Puis après, j'ai raconté ce qui s'est passé. Il y en a quelques-uns qui sont restés à la base atlantique. Bon, voilà. Alors là, on est allé à Bordeaux. De Bordeaux, on a donné nos premiers officiers et on nous a transférés à Canéjan, qui est un village à côté de Bordeaux, où les équipages allemands ou italiens allaient au repos après les missions atlantiques. Et c'est là où on a eu nos logements et on a continué l'entraînement militaire. D'accord, on a constitué pour vous le bataillon Longobarde. Voilà, Lombard. Constitue à ce moment-là le bataillon Longobarde en mémoire d'un héros de sous-marinier. Oui, qui s'appelait Longobarde, justement. Qui a été tué au combat en 1942. En 1942, coulé avec son bateau. Voilà. Il y a une magnifique photo d'ailleurs dans l'album, page 9. Oui, et voilà. Alors, le bataillon Longobarde était divisé en 3 pelotons et on a continué notre préparation militaire à Canéjan. Alors, ensuite de là, on nous a envoyés même à Bordeaux, ce qui ne nous a pas plu beaucoup, à faire des trous pour les prestations individuelles le long de la Garonne. Les positions, oui. Oui, individuelles. Les travaux de terrassement. Il fallait creuser, là, oui.
Et là, on a été pas mal de temps là, dans un château. Mais le château était joli, mais le boulot, pas trop. Voilà. Si vous avez pu au moins apprécier les bons crus du coin, bon, Voilà, c'était une petite compensation. Quand on a la permission de sortir, ça n'arrivait pas souvent. Alors, vous quittez Bordeaux fin juin 1944 pour être acheminé en Italie. Quelques jours après le débarquement, on est... Je voulais juste préciser, Oui, excusez-moi, juste à Bordeaux, donc dans le bataillon Longobardo, il y avait différents profils d'engagés, et il y avait même un jeune homme d'origine somalienne qui était avec eux. Qui avait un surnom affectueux aussi. Oui, amicalement les maros, parce que pour désigner un fusilier marin en italien, on dit maro. Les maros le surnommaient Blanchette, tout à fait amicalement. Donc, très amicalement, ouais, avec beaucoup, très affectueusement. Et à ce sujet, donc, je tiens à rappeler qu'à cette époque, l'armée américaine pratiquait la ségrégation raciale, comme dans tous les États-Unis, mais ce qui n'était pas du tout le cas dans l'armée italienne de l'époque, en tout cas. Voilà, donc quelques petites vérités qui remettent l'histoire à l'endroit, comme nous essayons de nous y atteler. Karl, camarade qu'on appelait Blanchette, est resté, lorsque nous avons été transférés en Italie, il est resté et il faisait le chauffeur du commandant Grossi. C'était un garçon très bien placé, très bon boxeur en plus, et très, très discipliné, un très gentil garçon, quoi. Il y a la photo de l'album aussi. Ouais. Oui. Enfin, de là, nous... En juillet 1944, oui. Donc vous partez sur l'Italie. Nous rentrons en Italie. Donc suite au débarquement anglo-américain, donc 1944 en Normandie. Et le voyage est plutôt pénible parce qu'on on a voyagé en wagon bestiaux de Bordeaux jusqu'à Venise. On est arrivé à Venise. On ne savait pas la destination. On s'est retrouvé une nuit à Venise, sur le canal Grande, chose impressionnante la nuit. Mais enfin, pour la première fois qu'on voyait Venise de notre vie. Et on nous a mis dans une caserne de la marine, sur des hamacs. Ça chutait parce qu'on n'était pas habitué. Tout le monde tombait la nuit. C'était hamacs. Ça, c'est la partie, disons, amusante. Enfin, de là, on était plutôt indisciplinés dans le sens que notre but étant celui d'aller rejoindre le front. D'aller en découdre, quoi. Du Sud, voilà. C'est une expression dont je ne me rappelle plus, découdre. Enfin, j'ai compris ce que ça veut dire. On voulait rejoindre le plus vite possible le front sud, ou bien celui de l'Adriatique plus tard, où finalement, après, nos bataillons de la Vichy ont été... Mais on n'arrivait pas à ça. Alors, on était turbulents jusqu'au point où notre commandant a été arrêté. Et pendant quelques jours, la compagnie Montali France a dû sortir, faire violence pour obtenir la libération de notre commandant. Voilà. Et de là, on nous a donné une première mission, qui consistait, ils ont demandé une quarantaine de volontaires, qui étaient en effet après 37, dont je faisais partie. Et la mission nous aurait été dévoilée pendant la nuit, et on a mis à notre disposition des habits civils. Ceux qui avaient leur revolver le gardaient. Ceux qui n'en avaient pas, ils ont été armés d'une berette avec 2 chargeurs. Donc, un pistolet mitrailleur, hein? Non. Beretta, un pistolet 7,65. Voilà. D'accord, ok. Et on a quelques groupes. On était un groupe de 3. Il y avait un homme ou 2 de ce groupe qui avait 2 bombes à main. Balil. De grenades. Des grenades, oui, des grenades. Qui faisaient plus de bruit que de mal. Ce sont des grenades qu'on appelait Action... Qui était surnommé Balil, parce qu'en référence aux jeunesses fascistes italiennes, donc qui ne faisaient pas grand mal. Offensive à souffle, effet de souffle. Non, au point de vue psychologique, elles étaient très efficaces, parce qu'elles faisaient un bruit terrible. Et donc voilà, et on est parti comme ça, à groupe de 3. Et ils nous ont emmenés en courrier, Pullman. En autobus. En autobus, voilà, le long du Brenta et de l'autre fleuve qui passait dans le basso de Chioggia, de ce côté-là, et on nous a déposés dans la campagne, où on disait
les commandements disaient les Alliés lançaient, parachutaient des armes, munitions, etc. aux partisans de la région. D'accord. Donc en fait, on vous confie une mission pour laquelle vous n'êtes pas du tout formé, quoi. Absolument. Voilà, D'abord, on l'expédie comme ça. ce qui était la chose la plus grave, c'est que, comme je dis auparavant, beaucoup ne parlaient même pas l'italien. Donc, c'est un petit peu difficile. C'est absurde et inconscient, quoi, de la part du commandement. Oui, bon, enfin, peut-être qu'ils se sont basés là-dessus pour qu'on puisse plus croire au fait qu'on disait qu'on s'était échappé d'Allemagne, du travail forcé, oui, etc. Oui. Il fallait inventer quelque chose. Mais beaucoup, je veux dire que le milieu, le groupe des étudiants italiens qui étaient dans la compagnie volontaire de France, ils étaient beaucoup plus débrouillards que les autres, qui étaient plus simples, aussi courageux que les autres, mais n'avaient pas la possibilité de se débrouiller comme les garçons qui avaient fait des études, qui savaient quand même parler et se débrouiller. Donc, ce qui a été fatal pour certains, ils ont été pris, et ils ont été remarqués, et immédiatement, ils ont été torturés. Et fusillés. Par les partisans. On a eu les premiers 4 morts, voilà, à cause de cette mission, qu'après, bon, en prenant de l'expérience et en raisonnant sur cette question, on a pensé que c'était une mission suicide. Oui. Voilà. On l'avait jugée telle. Voilà. De là, ensuite, nous avons été visités à Venise par le commandant Borghese avec un officier de la Decima. Quelques mots sur le prince Giunio Valerio Borghese, mon cher Laurent. Donc le prince Giunio Valerio Borghese est né en 1906. C'est un officier de marine expérimenté, sous-marinier, qui intègre la Decima Flotilla Mas dès 1940. Donc il est commandant de sous-marins. Il s'occupe notamment d'amener les équipages d'hommes torpilles et de nageurs de combat sur les lieux des opérations, et notamment la grande opération qui a lieu en décembre 1941 dans le port d'Alexandrie en Égypte, où 6 hommes torpilles passeront tous les filets de protection, tous les barrages montés par les Anglais, et rentreront dans le port d'Alexandrie en plaçant leur charge sur 2 cuirassés britanniques, le Queen Elizabeth et le Valiant, ainsi qu'un pétrolier. Donc ils les endommageront de manière définitive, en tout cas pour la durée de la guerre, ce qui handicapera fortement la Royal Navy. Je rappelle que la Royal Navy, à l'époque, c'est la première marine au monde. Donc en Méditerranée, elle sera en infériorité matérielle numérique pendant plus de 6 mois face aux navires italiens et allemands. Voilà, donc il était à la tête d'une unité d'élite qui suscite le respect des Alliés. Exactement. Dans laquelle d'ailleurs on trouvait de fortes individualités, comme notamment aussi le lieutenant de vaisseau Eugenio Volk. Voilà. Eugenio Volk, donc, qui était le commandant des nageurs de combat de la Decima Mas, ce qu'on appelait les GAM, qui étaient des hommes qui c'était vraiment c'était des actions individuelles. Ils portaient des petites charges, ils nageaient sur des kilomètres et ils allaient poser leurs charges sur les coques des bateaux ennemis. Voilà, donc des forces spéciales de la marine avant la lettre. Complètement. Oui. Bon, et cette figure que vous avez évoquée, qui était d'origine russe, son véritable patron était Volkov, le loup. Absolument, absolument, voilà. Donc il faut savoir que, pour la petite histoire, donc Eugenio Volk notamment a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Il a été protégé de l'hydre des partisans italiens par le commandant Crabbe, qui était le commandant des forces spéciales de la marine britannique, notamment également des plongeurs, donc par solidarité entre nageurs, on va dire, ils l'ont protégé, ce qui a permis à Eugenio Volk de survivre, ainsi que ses camarades, quoi. Et ensuite il est parti, comme beaucoup, en Argentine, il a créé l'unité de nageurs de combat de la marine argentine. Donc, revenons un petit peu à notre invité Carlo. Donc, à la suite de la visite du prince Borghese, vous allez intégrer cette unité prestigieuse. Il y avait un officier avec lui de la Decima qui nous avait déjà connus à Canéjan. Du reste, dans les photos, on le voit très bien, oui. Et
On a donc été bien honorés de cet appel du commandant Borghese, et il nous a tout de suite fait avoir les uniformes. À l'époque, c'était des uniformes kaki en toile, parce qu'elle était en été. Et nous avons été transférés en train jusqu'à Ivrea, où était concentrée la Decima Mas en force. Donc, parmi les bataillons qui étaient en formation, il y avait le bataillon Barbarigo, qui était les restes, disons, du bataillon Barbarigo, qui avait combattu à Anzio et Nettuno contre les Anglo-Américains qui avaient débarqué dans cet endroit. Oui. Et donc, on a fait partie de ce bataillon comme 5e compagnie, parce qu'il devait être reconstitué. Et il y avait d'autres bataillons qui étaient en formation. Finalement, le bataillon fulminait. Alors, je précise que les noms des bataillons de la Decima sont les noms des bateaux qui sont tombés, on appelait ça au champ d'honneur, c'était la mer, enfin. Voilà, alors pour se rappeler tous ces navires qui ont combattu et coulé, on avait les bataillons et le nom des navires. Alors on peut peut-être préciser aux auditeurs qu'en fait, donc, après l'armistice du 8 septembre 1943, très très nombreux volontaires viendront s'engager dans la Decima Flotilla Mas, parce que avant 1943, enfin avant le 8 septembre, c'est une unité d'élite, donc qui n'a pas plus de 300 personnels à disposition, quoi. Maintenant, on va avoir des unités de fantassins. Là, vous allez avoir des milliers de volontaires. Ouais. On va arriver jusqu'à 25 000 volontaires, donc pour vous donner une idée. Donc carrément, le prince Borghese décide de créer une division Decima Mas, qui donc obligatoirement sera formée de bataillons d'infanterie de marine qui seront à même à combattre sur la terre, quoi, l'ennemi, l'envahisseur anglo-américain. Profitez-en, mon cher Laurent, pour préciser un petit peu le statut particulier de cette unité au sein non seulement de l'armée italienne, mais même par rapport au régime de la RSI. Alors, absolument. Donc en fait, la Decima Flotilla Mas est une des rares unités au 8 septembre 1943 qui ne dépose pas les armes. Donc dans ces casernes, elle reste en armes et elle résiste à toute entrée de quelque ennemi que ce soit. Et en fait, compris les Allemands. Y compris les Allemands, oui, je tiens à le préciser, y compris les Allemands. Alors, lorsque les Allemands arrivent devant la caserne de la Decima Flotilla Mas, ils envoient des émissaires de la Kriegsmarine, donc la marine de guerre allemande, dont un officier qui vient sur ordre du grand amiral Dönitz, donc qui est le commandant en chef des forces sous-marines à l'époque, enfin qui était commandant en chef des forces sous-marines à l'époque, pardon, et qui est commandant l'ensemble de la Kriegsmarine à partir de 1943, et qui négocie avec le prince Borghese un accord qui permet à la Decima Flotilla Mas de garder ses armes, d'obéir à ses chefs, de ne recevoir d'ordre finalement que du commandant Borghese, en collaboration naturellement avec la marine allemande. Voilà. Alors, pour certains de nos auditeurs, et en ce qui me concerne également, on ne peut que s'empêcher de penser à l'image des corps francs quelque part. Complètement. Une sorte de corps francs. On est dans l'esprit des corps francs, d'autant plus que les autorités de la République sociale italienne qui reconstitue également des forces armées en même temps, voit plutôt d'un mauvais œil au fil des semaines cette unité qui attire énormément de jeunes, parce qu'en fait la Decima Mas n'a pas de passé politique. Ces jeunes ne sont pas forcément fascistes, ou n'ont pas une démarche strictement idéologique, mais patriotique avant tout. Très certainement de très nombreux fascistes sont dans cette unité-là, mais c'était pas la question. Voilà. À l'époque, la Decima Mas, c'est une unité vraiment mythique, et d'ailleurs on le voit même dans toute la symbolique qu'on peut qualifier de dannunzienne, que ce soit dans ses symboles portés, notamment la tête de mort qui tient une rose entre ses dents, on l'aura dans la plaque de bras qu'ils porteront, qui est en fait un hommage au commandant Todaro qui est mort en 1942, qui disait à ses hommes que la mort au combat était une très belle chose, parfumée comme une rose. Voilà. Donc on a toujours cette référence au fameux Arditi, ces troupes de choc de la Première Guerre mondiale, puis le fameux épisode de Fiume avec Absolument.
la singulière personnalité de Gabriele D'Annunzio. Absolument. Donc, et ils innoveront également dans l'uniforme. Ils porteront des tenues très modernes, des vestes qu'on appelle des vestes sans col, avec des pattes de collet rouges, avec des lions ailés de Saint-Marc. Donc, je rappelle que les bataillons Saint-Marc, donc ça vient du lion de Venise, le lion de Saint-Marc, et qui a les évangiles fermés et qui tient un glaive entre ses griffes, parce qu'on ne lit pas les paroles de paix en temps de guerre. Voilà. C'est vrai qu'il y a une esthétique aussi dans l'équipement de ces marques. La queue du lion de Saint-Marc, dressée. En temps de paix, elle est baissée. En temps de guerre, elle est levée. Absolument. Et le livre, ouvert en temps de paix et fermé en temps de guerre. En tout cas, on voit notre invité Carlo sur plusieurs photographies avec une super mimétique, une super combinaison camouflée du camouflage italien, de l'armée italienne. Ce qu'a dit monsieur Laurent Verrafato, que la compagnie Volontà di Francia, elle avait son autonomie dans la Decima Mas. En plus, oui. En plus. Absolument. Alors, revenons un petit peu aux événements. J'y tiens à le préciser. Allez, précisez, Carlo. On était très considérés par les autres compagnies, les autres bataillons et tout ça, comme étant les plus disciplinés de tous les bataillons de la Decima. D'accord, la touche française en quelque sorte. Alors revenons un petit peu aux événements. Vous précisez, en tout cas dans l'article que vous avez consacré à Laurent Verrafato, vous précisez qu'à la fin de l'été, au début de l'automne 1944, vous allez commencer à faire des opérations de rastreamenti, de ratissage contre les partisans du coin. On commence dans le Piémont. Des communistes en majorité. La majeure partie des communistes. D'accord. Alors on peut peut-être préciser, excusez-moi, que donc nous sommes donc entre juillet, août, septembre 1944. Il y a une situation sur le front sud italien qui fait que les Alliés progressent vers le nord et sont retenus à partir du mois de septembre 1944, sont retenus sur ce qu'on appellera la ligne gothique. Voilà. Et donc là, à partir de ce moment-là, ils n'arriveront plus du tout à progresser. Mais pendant cette période, les bandes de partisans seront extrêmement actifs. C'est pour ça qu'il y a eu de nombreux parachutages, parce qu'il était prévu que les Américains, les Anglais, arrive jusqu'à Milan avant la fin de l'année 1944. Donc voilà, c'est pour ça que les unités italiennes qui sont donc placées au nord de l'Italie, dont la Decima Mas, est engagée dans de nombreuses actions anti-partisans. Voilà, surtout en plus avec le fait que ces partisans souvent seront aussi bien équipés, voire mieux équipés en armes individuelles que les Maro de la Decima, des armes anglo-saxonnes, mais aussi des armes de prise. Alors il faut savoir que dans le mouvement partisan, vous avez de nombreuses tendances différentes, en sachant que principalement ce sont quand même des unités de ce qu'on appellera des garibaldiens, qui sont des unités de partisans communistes, mais vous avez aussi des unités de partisans entre guillemets républicains, libéraux, etc. Chrétiens démocrates, monarchistes, etc. Et même des anarchistes. Enfin, on aura vraiment toute tendance confondue dans le mouvement de la résistance, qui d'ailleurs souvent s'affronteront même entre eux avec des épisodes dramatiques qu'on évoquera peut-être tout à l'heure au nord-est de l'Italie. Tout à fait. Alors c'est dans ce contexte-là d'ailleurs, mon cher Carlo, que vous recevez la croix de guerre pour la valeur militaire, dans ces actions qui ont lieu contre lui. La croix de guerre, je l'ai eue à cause de ce que j'ai fait pendant la première mission, qui était quand même assez importante. Les informations qu'on avait quand même réussi, tout ce qu'on avait découvert, avec beaucoup de risques, ça, j'avais eu quand même la croix de guerre à ce moment-là. D'accord. Votre armement individuel, petite question de curiosité de quelqu'un qui est un amateur d'armes. C'était un pistolet mitrailleur Beretta 38, on vous voit souvent avec cette arme en photographie. La mitraillette, fusil mitrailleur. C'était pas un fusil, mais c'était ça, le fameux Beretta. Une mitraillette, on appelait ça. Pistolet mitrailleur. Une arme qui était réputée pour sa robustesse. Et un pistolet de... J'avais un Tchèque Broyov, mais ça je l'avais eu. Je l'avais obtenu à Paris par un officier allemand. Oui. Une arme personnelle, en quelque sorte. Oui, ça c'était personnel. Donc à la suite de ces actions anti-partisans, à partir du 20 décembre 1944, votre bataillon Fulmine est transféré en Vénétie julienne, donc dans la région de Gorizia. Avant la Vénétie julienne, on arrive en Carnia. En Carnie, d'accord. Carniole. Au-dessus de Udine, pas loin de la frontière autrichienne. D'accord. Et là, c'était plein de partisans
Mais on avait aussi des partisans, dont la brigade Ozopo, qui n'était pas du tout communiste. Oui. Et qui a eu un affrontement, pas un affrontement, qui est tombé dans une embuscade qui leur a été tendue par leurs confrères communistes, Oui. et qui les ont éliminés. Oui, ben là... Et il y a même un film qui a été fait récemment qui s'appelle Portsus sur cette histoire. Et voilà. Et on côtoyait les troupes cosaques qui étaient dans l'armée allemande. La fameuse division de von Panbitz. Elles étaient des familles complètes, avec leurs chars, leurs armes, et avec leur famille. Là, oui. Donc ces Cosaques aussi étaient engagés contre les partisans. Voilà, oui, alors nous, la Dèche avait été... On devait les côtoyer, justement, aussi pour... faire de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de désastres de leur part. Voilà. Ils utilisent des méthodes très particulières, les Cosaques, voilà. Donc habitués au front russe et aux méthodes slaves, voilà. C'était effectivement... Il y avait des fois de discrimination, voilà. C'est pas dans le détail. D'accord, bon, le moment est venu de faire notre petite pause traditionnelle. Alors, Laurent, vous allez présenter l'hymne que nous allons proposer à nos auditeurs. Donc, c'est l'hymne de la Decima Flottille Yamas, qui a été créé en 1943, dont les paroles ont été écrites par la femme du prince Borghese. Et voilà, donc c'est un hymne qui glorifie la Decima Mas, notamment sur ses actions passées sur les ports de Gibraltar, d'Alexandrie, etc., et sur ses actions futures. D'accord. Voilà. Allons-y.
Bien, nous revenons en compagnie de nos invités, Carlo Alfredo Panzarazza et Laurent Bealafato, pour évoquer donc la geste de cette unité d'élite des Chimamas et surtout de ces volontaires à di Francia, ces volontaires de France, sur le front désormais de la Vénétie julienne, hein, donc face à la fois aux partisans et puis on va le voir aussi aux soldats titistes. Alors, le moment est venu aussi d'évoquer une unité peu connue en quelque sorte de ces Chimamas, c'est le corps des volontaires féminines, mon cher Carlo. Oui, dans la Chimamas, mais dans toutes les unités de la République sociale italienne, il y avait, on les appelait les ausiliari volontari, les auxiliaires volontaires. Toutes des jeunes filles de 17, 18 ans, 20 ans, qui étaient vraiment braves. Elles étaient, dans chaque bataillon, il y avait 3 ou 4 de ces auxiliaires qui s'occupaient des blessés, qui s'occupaient des vêtements des fusiliers marins. Elles étaient au front, comme infirmières aussi. Elles ont été toutes vraiment énormément de victimes. Bien sûr. Elles ont eu d'abord pendant la guerre et surtout après, à la fin des hostilités. Elles subiront les atrocités commises par les partisans. Oui, malheureusement. Les tortures, etc., de la part des partisans, oui. Ça, j'y tenais à me rappeler d'elles parce qu'elles ont eu quand même une place importante. Elles étaient auprès de nous comme des sœurs. Voilà, et puis surtout, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre elles se sentaient que bon, les choses tournaient en défaveur du camp de l'Axe, et malgré tout, jusqu'au bout, elles ont tenu le coup. Donc je crois qu'un juste hommage est à leur rendre, au même titre que les autres mâles. Les premières femmes en grigio verde. Le grigio verde, c'est la couleur de l'uniforme, gris-vert. L'uniforme italien, voilà. Absolument. Donc voilà. Donc début 45. Vous êtes en Vénétie julienne. Oui. Peut-être, excusez-moi. Donc à l'automne, à la fin de l'automne, début de l'hiver 1944-45, la situation en Vénétie julienne, donc cette région qui est au nord-est de Venise, se dégrade considérablement pour les forces de l'Axe. Les partisans titistes, donc parce qu'on est à la frontière yougoslave, sont extrêmement actifs et commettent des atrocités abominables sur les populations civiles italiennes. Voilà, donc rappelons pour nos auditeurs que les partisans font partie des partisans communistes. Voilà, donc, Titis pour Tito, naturellement. Voilà. Voilà. Donc, ces atrocités démarrent dès septembre 1943. Il y a des exécutions massives qui sont faites donc, de femmes, d'enfants, de vieillards, etc., de notables italiens, et uniquement parce qu'ils sont italiens, c'est même pas une considération politique. Donc, il s'agit véritablement d'une épuration ethnique. C'est une épuration ethnique. On estime, on n'a pas le chiffre exact, mais on estime à au moins 40 000 personnes exécutées entre 1943 et 1945. Donc ils ont été exécutés dans ce qu'on appelle des foibe en italien, donc qui sont des avennes, c'est-à-dire des excavités profondes dans la roche, qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres de profondeur, qui ont une entrée très étroite de quelques mètres. Donc les partisans attachaient des dizaines de personnes les uns derrière les autres, ont tiré une balle dans la nuque dans la première personne qui était précipité au fond et qui entraînait les autres. C'était particulièrement horrible. Donc le prince Borghese décide, donc avec l'accord des autorités naturellement de la République sociale, décide d'envoyer la quasi-totalité de la division des Chimamas dans la région de Gorizia, Trieste, tout le secteur, pour protéger avant tout les populations locales. Donc c'est pour ça que l'unité de M. Panzarazza a été envoyée là-bas, le bataillon fulminé avec les volontaires de France ont été envoyés dans ce secteur. Voilà. Je ne dois pas oublier, en plus de citer les autres effectifs de la République sociale italienne, tels que le régiment Tagliamento, c'était des chasseurs alpins, et les Bersaglieri, ceux qui avaient la plume de coq. Oui, la plume de coq, qui se dépassait en voilà, qui étaient les volontaires Bersaglieri du bataillon Benito Mussolini, qui était en formation immédiatement après le 8 septembre à Verona et qui ont été envoyés en Vénétie julienne. Au nord, plus au nord où était la Decima. La Decima est rentrée dans la région de Gorizia d'abord. On a occupé plusieurs endroits, localités de la province de Gorizia. Et de là, on commençait les combats.
Alors, il faut préciser aussi que la situation est extrêmement ambiguë vis-à-vis des autorités allemandes dans le secteur, puisque les responsables allemands sont principalement d'origine autrichienne dans cette région, donc ils ont une attitude plutôt défavorable vis-à-vis des Italiens également. Je vous rappelle que quand même l'Autriche et l'Italie ont été en guerre pendant... Trieste, c'était l'ancien port de l'Empire austro-hongrois. Voilà, absolument. Donc ces autorités allemandes ne sont absolument pas favorables à un retour des Italiens, enfin en tout cas des autorités italiennes dans la région, notamment à Gorizia, où tous les drapeaux, Carlo nous expliquera tout à l'heure l'anecdote qui s'est passée, les drapeaux du Reich étaient pavoisés partout, sauf les couleurs italiennes, quoi. Voilà. Oui, parce que le but de ces autorités d'origine autrichienne était l'annexion de ces régions à l'Autriche. En tout cas, la réannexion, voilà. C'est le retour. Voilà, il y avait tous ces vieux litiges et contentieux territoriaux. C'était le port principal pour l'Empire austro-hongrois. Voilà. Et alors, il s'était passé que lorsque la Decima est arrivée, le commandant, qui était le colonel Carallo, a été à la mairie, il avait quelques hommes avec lui. Et il dit, je suis venu parce que je voudrais qu'à la place de votre drapeau, on ait le tricolore de la Decima, de la République sociale italienne. Et il y a une opposition énergique de la part des Allemands qui ont menacé d'arrêter ce colonel Caral et ses hommes, sa suite. Il y a quelques-uns de la suite qui ont compris ce qui se passait. Ils se sont précipités dans les casernes où étaient les bataillons, qui sont sortis en masse. Ils ont entouré les Allemands qui étaient sortis pour arrêter justement le colonel et ses hommes. À leur tour, ils ont été encerclés par les fusiliers marins de la Decima. Et finalement, le drapeau tricolore de la République sociale italienne, avec son aigle et son facho dans a flotté au balcon de la mairie de Gorizia. Et voilà. Et il y avait toujours quelques problèmes avec les occupants allemands qui avaient à leur côté les Domobranci. Oui, les Domobranci, ce sont les nationalistes croates et slovènes qui étaient constitués en unité d'auxiliaires de l'armée allemande. Donc, après, il y avait aussi des Serbes. Oui, et des Serbes également, oui, absolument. Des nationalistes mais serbes. Mais les plus acharnés contre les Italiens, c'était les Slovènes. Et aussi les Croates. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vraiment les autorités allemandes n'ont pas eu une attitude très intelligente dans cette région-là. Ils ont continué un petit peu de diviser pour régner. Voilà, exact. Au lieu de faire front commun face à l'ennemi qui s'avançait. Voilà. Du fait, maintenant, j'arrive à la fin, mais juste pour dire ce qui s'est passé, c'est que la présence de la Decima a tellement gêné que l'ordre d'arrivée de très haut, la Decima a dû quitter les lieux. Là, à la fin, oui, absolument. Voilà, en tout cas, vous ne jouez pas le jeu, et puis vous assez fidèles, en décembre 1940, un patriotisme. En décembre 1944, la pression partisane est tellement forte dans la région. Il faut savoir que Tito a vraiment l'intention de se diriger sur Venise et de prendre la ville. On en est là à cette période-là. Qu'on décide de faire une opération, les Allemands avec la Decima Mas décident de faire une grande opération d'encerclement des forces titistes, dans ce qu'on appellera l'opération Adler, pour Aigle, exactement. Donc qui se déclenche en mois de décembre 1944 avec environ 10 000 hommes, composés donc effectivement des bataillons de la Decima Mas, mais aussi quelques bataillons de police allemande, des volontaires, des auxiliaires slovènes, croates, des cosaques, etc. quoi. En fait, il s'avère que cette opération se révèle plutôt catastrophique parce que en face des 10 000 hommes, il y a plus de 20 000 partisans titistes, quoi. Les Allemands n'avaient pas du tout mesuré l'importance des effectifs qu'ils avaient en face. Des partisans titistes et des brigades de partisans très bien équipées. Très bien équipés.
équipé, surarmé en équipement anglo-américain, qui était parachuté très abondamment, sur ordre de Churchill d'ailleurs, qui tenait à protéger son ami Tito. Ou des armes allemandes de prise, notamment les fameuses MG42 qui faisaient des ravages dans les rangs. Et donc le bataillon Fulmine va se retrouver à un moment donné, mais Carlo va nous en parler plus en détail, dans un petit village isolé de Slovénie qui s'appelle Tarnova de la Selva, donc Tarnova de la forêt. Oui, avant on a été dans certaines vallées, là, telles que la Val d'Idria, où on a eu déjà quelques combats, pas mal même. Et de là, on a été déplacé sur Gorizia. De Gorizia, on est parti après à Tarnova. Voilà. À Tarnova, c'est un petit village, disons hameau, oui, qui était dans une position stratégique au point de vue militaire. Et de là, il y avait eu déjà deux de nos bataillons, dont le bataillon, parce que dans la Dèche, il y avait un bataillon de chasseurs alpins. Il n'y avait pas que des fusiliers marins, il y avait des chasseurs alpins, qui étaient des guastatori, c'est-à-dire des gars qui faisaient ils avaient des lance-flammes, ils avaient des saboteurs. Des saboteurs Absolument. Voilà, saboteurs aussi. C'était ce bataillon spécialisé dans ce secteur et qui avait occupé Tarnova. Ils ont été transférés et il y avait un autre bataillon qui s'appelait le San Giorgio avec 3 canons. Artillerie, voilà. Ensuite, ils nous ont envoyés pour remplacer tout ça. Et on était arrivé avec 214 hommes, dont 4 radiotélégraphistes, qui étaient du bataillon Freccia, qui était le bataillon de génie de la Decima. Voilà. Il y a des escarmouches au début. Les premiers blessés, on les a eus le 9 janvier 1945. Et le 19 janvier 1945, l'encerclement de Tarnova s'est complété de la part du 9e corps titiste. Corpus titiste, qui était composé justement de la plupart c'était des Croates, des Slovènes, et bolcheviques, appelons-les comme ça, c'est mieux. Et de là, l'encerclement a commencé le 19. Et la bataille a duré 3 jours et 4 nuits, sanglantes, terribles. Et sur les 214 hommes, nous avons eu les radiotélégraphistes qui ont été tués, 3 sur 4 ont été tués, et on a eu 86 morts en tout. Vous précisez qu'en plus vous combattez, on le redit, avec un matériel qui est presque dérisoire par rapport à celui... Il a eu une certaine efficacité, parce que on les a quand même empêchés de passer. Voilà, vous les avez quand même bien utilisés. Exactement. Voilà. Et je veux dire que nos armes, elles étaient pas sensationnelles, mais elles fonctionnaient quand même assez bien. Le combattant savait s'en servir. Ils étaient handicapés également par le froid. Il faut rappeler que à cette période-là du mois de janvier 1945, les températures aussi entre moins 10 et moins 20 degrés. Il neige partout. Et c'est vrai que notamment pour certains armements, les mitrailleuses avaient tendance à s'enrayer, etc. Le fusil mitrailleur. Je le gardais sur eux, de le chauffer comme ça. Donc ça a été extrêmement difficile. Et donc au bout de 3 jours de combats incessants, donc nuit et jour, ça n'a vraiment pas arrêté une seconde, l'ordre de repli est donné au bataillon Fulmine, donc qui réussit une percée pendant la nuit en ayant fait sauter un blocos qui bloquait le passage des hommes du bataillon Fulmine, qui arrive donc à rejoindre les lignes amies le matin, donc
avec tous les survivants, les blessés, etc., quoi. Et donc en revenant après, ils ont réoccupé le village, notamment les Allemands sont arrivés également. Ils ont trouvé des corps exécutés, torturés de prisonniers du bataillon Foulm qui avaient été éliminés par les partisans titistes. On a relevé quand même plusieurs centaines de corps titistes sur le terrain. On n'a jamais vraiment comptabilisé le nombre de morts, mais il y en a eu plusieurs centaines. Voilà, donc on a fait payer cher à l'ennemi, en tout cas. Voilà. Il faut préciser que sur les 214 hommes du Fulminé, il y avait 89 volontaires de France. Absolument. Oui. Et donc, on a eu... Alors, en fait, cette résistance du bataillon Fulm a permis provisoirement d'arrêter l'avancée titiste, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient quand même affaire à des gens sérieux, on va dire, qui étaient prêts à se faire tuer plutôt que de les laisser passer. Et jusqu'au printemps 1945, il n'y a plus eu d'offensive sérieuse de la part des partisans titistes dans la région. D'accord, donc ils ont vu à qui ils avaient affaire, et puis surtout on s'aperçoit qu'il y a dans la motivation de ces combattants, ou dans les arrière-pensées aussi, des arrière-pensées territoriales, au-delà des oppositions idéologiques. Absolument, d'annexion. Ils voulaient prendre Trieste, ils voulaient prendre Goris, je vous dis, ils voulaient aller jusqu'à Venise, prendre Venise, et annexer toute cette région-là à la Yougoslavie. Au sud et au nord, le Tagliamento. Oui, au sud et au nord de la rivière Tagliamento. D'ailleurs, à ce sujet, une question me vient à l'esprit. Est-ce que les brigades de partisans communistes italiennes étaient conscientes aussi de ces pensées territoriales, et est-ce que ça a pu... Oui, mais ils agissaient au nom du sacro-saint prolétariat, donc l'internationalisme, donc il n'y a pas de frontières, donc ils considéraient les partisans yougoslaves comme leurs camarades, donc pour eux ça ne posait aucun problème. Et par contre, est-ce que des brigades de partisans non communistes ont pu justement avoir un réflexe patriotique? Justement, Carlo en a parlé tout à l'heure, il y a eu notamment la brigade Osopo, dont les cadres ont été éliminés par les partisans communistes italiens, je précise. Effectivement, tout mouvement de partisans non communistes a vraiment été écarté du secteur de manière extrêmement brutale. Les hommes de la Osopo ont eu le choix ou d'être fusillés ou de s'enrôler dans les brigades communistes. C'est un cas de figure d'ailleurs qu'on retrouve dans d'autres lieux, dans d'autres endroits, que ce soit en Yougoslavie, en Pologne, enfin en tout cas là où on avait la coexistence difficile de mouvements de partisans de résistance communistes et non communistes. Absolument. Et il y aura même, pour la petite anecdote, on retrouvera même dans ce qu'on appelle les feuilles, mais des corps de soldats alliés, des Néo-Zélandais qui ont été éliminés par les partisans titistes parce que certainement ils avaient vu des choses qu'il ne fallait pas voir, quoi. Il faut ajouter aussi une chose, c'est que le comité de libération nationale, le CLN, qui était composé par de la résistance italienne. De la résistance, oui. Et donc c'était de notables des villages, des villes qui étaient là. Ils ont été aussi finir dans les feuilles, parce qu'ils n'étaient pas communistes. Voilà, c'était une épuration, quelque chose, une épuration idéologique. Complètement. Mais bon, là, effectivement, dans le milieu de la résistance. Oui. Mais ça, on l'a vu ailleurs aussi. Complètement. C'était un mode d'action des communistes assez familier, malheureusement. Absolument. Mais donc on pourra peut-être en toucher deux mots après. Donc il y aura l'occupation anglaise sur Trieste en 1945. Il y a aussi des blessés que nous avons eus, que nous n'avons pas pu sortir de Tarnów. Ils ont été exécutés par un bataillon du non-corpus composé que de femmes. D'accord. Ouais, on imagine peut-être aussi les supplices qu'ils ont pu subir avant leur mise à mort, quoi. Leurs exécutions sommaires. Donc, alors, à la suite des batailles de Tarnów, comment se présente la situation? Il y a mes six camarades qui ont été faits prisonniers, parce que dans un des épisodes de la bataille de Tarnów, il y a un moment, quand l'ordre d'évacuation, de quitter les postations, les positions, n'est pas arrivé à toutes les escadres, les escadres. Oui, les pelotons. Les pelotons, voilà. Et il y en a un en particulier du lieutenant Valbuza, qui a été complètement encerclé avec ses 6 hommes. Et lui, il avait déjà combattu dans la région. Il avait dit « Je ne voudrais jamais être fait prisonnier par les Slaves,
plutôt je me suicide, je me tire une balle dans la peau. Chose qu'il a fait. Et les 6 hommes ont été pris, torturés et tués. On leur a coupé la tête. Et tout ça, on l'a su après la guerre. Et après la guerre, on a été les chercher. Et on les a trouvés, les restes. Parce que quand la Slovénie a rejoint son indépendance, ils ont commencé à parler. On a fait parler les gens, moyennant finance. Et finalement, on nous a indiqué les lieux où ils avaient été enterrés. On a retrouvé les restes avec les fils de fer ils avaient été liés et les crânes dans une position et le reste du corps dans une autre. En 1992, ça a été fait. Et on les a ramenés en Italie. Voilà, rappelons, mais je le redis tout à l'heure, que Carlo, vous animez aujourd'hui, entre autres choses, l'association culturelle Novecento, qui est basée à Trieste et qui vise donc à faire un travail de mémoire, au bon sens du terme, sur justement ces événements, rassembler des archives, des documents. L'initiative de toute cette histoire dans la région de Trieste. Je reviendrai tout à l'heure. Après les opérations du mois de janvier 1945, les autorités décident de rapatrier plus à l'ouest les unités de la Decima Mas. Mais toutefois, le prince Borghese souhaite qu'elles ne restent pas trop loin du secteur, de façon à pouvoir éventuellement réintervenir si la situation se dégrade à nouveau. Oui, mais il y avait aussi ces ententes avec le sud. Voilà. Donc il faut savoir également... Il y avait une partie de la Decima au sud, sous la royauté, encore. Donc dans l'armée, ce qu'on appelait l'armée co-belligérante, c'est-à-dire l'armée italienne qui a été reconstituée au sud de l'Italie avec l'aide des Alliés. Avec des uniformes britanniques. Avec des uniformes britanniques. Il y avait dans la marine italienne une autre unité de la Decima Mas qui... est composée d'anciens de la Decima. Composée d'anciens de la Decima, mais c'était uniquement des unités spéciales de nageurs, etc. Il n'y a pas eu de bataillon d'infanterie de marine, ça n'a pas eu l'ampleur naturellement de ce que ça a été pendant la République sociale italienne. Donc il y a eu des contacts permanents entre les anciens camarades du nord et du sud, et notamment qui étaient en vue de protéger la région de la Vénétie julienne en cas d'invasion titiste au printemps 1945. Donc il y a eu des accords et des ententes pour organiser une résistance italienne à l'aide des unités de la Decima Mas du Nord avec celle du Sud. Et ceci est au nez à la barbe du haut commandement du haut commandement allié, du haut commandement allemand et autres. C'était l'intention. C'était l'intention des autorités militaires italiennes. Ça ne s'est jamais fait. Ils n'ont pas tenu compte de l'imposition. Ça ne s'est jamais fait parce que... Ils n'ont pas eu l'autorisation de la part des Américains. Benoîtement, les unités du Sud pensaient qu'ils pourraient faire quelque chose, mais ils étaient pieds et mains liés par les Alliés qui avaient déjà fait des accords avec Tito pour laisser cette région-là aux mains des titistes. Voilà, bien sûr, surtout de la part de Churchill. Il paraît que c'était... il voulait absolument que la Yougoslavie ait droit à reprendre des territoires à l'Italie. Churchill a été très tôt un grand soutien de Tito, face notamment à la résistance nationaliste serbe et yougoslave de Mihailovic. C'est technique. De là l'impossibilité des officiers qui ont fait partie des gammes, des fameuses actions, disons, avant le 8 septembre, avec Borghese, qui étaient dans le sud. Marcelli, par exemple, ils ont été pris par... Ils savaient qu'ils arrivaient, ils avaient rendez-vous. Ils leur ont mis les uniformes de la Decima, les nôtres, et ils ont été avec Borghese pour les pourparlers. Ils étaient d'accord de se retrouver avec les NEP du Sud, les nageurs parachutistes. Du Sud. Voilà. Donc, ils n'ont pas tenu compte, justement, de l'opposition
et qu'ils n'ont pas eu... Ils auraient eu à avoir l'autorisation anglo-américaine, mais ça n'a pas eu lieu. Donc avec tous ces éléments-là, on arrive au mois d'avril 1945, où là, la situation se dégrade considérablement pour les forces de l'Axe, puisque les Alliés percent la ligne gothique. Donc remonte vers le nord. Remonte vers le nord. Donc je tiens à préciser aussi qu'à cette période-là, il y a de nombreuses unités italiennes qui sont sur le front de la ligne gothique, qui résistent jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas de toutes les unités allemandes qui commencent... Unités de Waffen-SS notamment. Notamment, il y a une division de Waffen-SS italien, mais pas que. Il y a des bataillons de la Decima-Mas, il y a des unités de chemise noire, il y a les 4 divisions italiennes entraînées en Allemagne, dont la Monterosa, la division Italia, la San Marco, parce qu'il y a aussi une division d'infanterie de marine, et la Italia, donc, qui est une division de bersagliers. Donc toutes ces unités-là tiennent le front, mais combattent jusqu'au bout, en sachant que les Allemands ont déjà négocié un armistice en Italie, sans les consulter. Voilà. Donc les unités allemandes se replient. Donc on est autour du 20 avril 1945 et les Italiens donc se retrouvent seuls avec devant les troupes alliées et derrière les partisans qui attaquent les convois italiens. Et donc le prince Borghese à cette époque-là se retrouve à Milan. Il y a une situation très confuse qui se passe, puisque les autorités de la RSI ne sont pas d'accord sur les modalités de la résistance, savoir si on va résister en Valtelline, hein, qui est la région montagneuse pas loin de la frontière suisse. On a des unités, des chefs qui veulent résister sur place, d'autres qui veulent se rendre. Enfin, c'est très 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 confus. Les bataillons de la Decima-Mas attendent les ordres, les Américains approchent. Et là, on arrive donc au 27, 26, 27, 28 avril 1945 et le bataillon Fulmine se retrouve isolé et en attendant les ordres. Et je laisse la parole à Carlo pour... Alors, le commandant Borghese, le 26 avril, dans Rompete le righe, on dit. Rompez les rangs. Rompez les rangs, à Milan. Et d'abord, il a un entretien avec Mussolini et il lui conseille de ne pas bouger de Milan. Parce qu'il dit qu'il y avait suffisamment de force. Rien que la Decima qui était à Milan était suffisante pour protéger sa vie et se rendre aux Anglo-Américains. Parce que les partisans, ils n'auraient jamais osé les toucher. Ils n'ont pas accepté. C'est la partie politique de la République sociale qui a eu le dessus. Pavolini en tête, qui était le secrétaire du parti fasciste. Alessandro Pavolini. Et ils ont fait ce convoi qui se dirigeait, qui dit en Valtelline, comme dit Berfato, et au contraire, d'autres, ils vont s'en aller en Suisse. Bref, ils ont été arrêtés par les partisans, et puis on sait quelle fin ils ont fait. Et la Decima, donc, ne recevant plus d'ordre comme disait M. Laurent Berrafato, il y a eu une confusion terrible, il n'y avait pas d'ordre. Il y a eu le rapport des officiers qui commandaient les bataillons qui étaient dans la Vénétie, encore, et ils ont dû, chacun agira comme selon conscience. Et donc, qui s'est rendu aux Américains, qui s'est rendu aux partisans. Alors, effectivement, dans cette confusion... Pendant cela, il y a ceux qui combattaient sur l'Adriatique, comme on a dit, ils ont pratiquement protégé les troupes allemandes qui étaient en retraite, et les nôtres, on faisait l'arrière-garde. Absolument. Donc ceux qui ont eu le malheur de se rendre aux partisans ont souvent très mal fini l'histoire, puisqu'ils ont été pour beaucoup exécutés ou pour le moins torturés et battus presque à mort, quoi. Voilà. Donc par contre les autres effectivement qui se sont rendus aux unités américaines sont partis comme prisonniers de guerre. Correctement traités. Correctement, c'est un bien grand mot. Voilà. Mais voilà, prisonniers de l'Axe. Ils n'ont pas été exécutés en masse, voilà. En tout cas.
Et les partis antitistes, on essaie d'éviter de se rendre aussi aux partis antitistes. La quasi-totalité des unités italiennes et allemandes de cette région-là qui se sont rendues aux partis antitistes, on n'en a plus trouvé trace. Ils ont tous été éliminés. Et parmi les... Je me permets, il y a des photos qui existent où on voit les partis antitistes sont amusés à photographier les exécutions de soldats allemands. On en a des dizaines comme ça. Oui, mais on a été très maltraités par les partisans italiens communistes. Ceux qui ont la chance de tomber sur des... Comment se dit, partisani qui n'étaient pas communistes, ils s'en sont sortis. Oui. Vous pouvez peut-être nous raconter votre expérience personnelle. Oui. Alors vous, justement, ces jours-ci, votre état d'esprit, qu'est-ce que vous décidez ? Seul ou avec des camarades ? Donc dans cette confusion, dans cette... On était là aussi, comme la fameuse action du début, on a un groupe de 3, on doit quitter les lieux, on se procure des habits civils. C'était le sauf qui peut. Et donc, on se dirige, chacun qui a des parents en Italie essaye de les rejoindre ses parents. Qui n'en a pas va finir en camp de concentration. Donc, on a 2 camps de concentration où il y aura jusqu'à 12-15 000 militaires de la République sociale italienne. À Coltano, qui est du côté de Pistoia, région de Pistoia, en Toscane. Et d'autres vont finir à Taranto, dans le sud d'Italie. Alors, en ce qui me concerne, je suis avec 2 compagnons d'armes et on s'arrête à Vicenza. À Vicenza, qui est occupé par les... D'abord, on pensait... Benoît Thoman. Oui, on dit, on va s'avertir... On va aller faire les partisans. On va aller au maquis. Oui, je rappelle donc que ces jeunes, je rappelle que ces jeunes ont 17, 18, 19 ans pour le plus vieux. Oui. Donc ils ont effectivement une vision, on va dire poétique, mais pas du tout réaliste de voilà, mais pas du tout réaliste de la situation. On va avertir les positions. Ils pensaient effectivement faire recréer des maquis, la Decimamas, et continuer à harceler. Voilà, et ils étaient absolument incrédules. Ils ne pensaient absolument pas que la guerre était finie et que la guerre était perdue. À Vicenza, on a commencé à voir des dizaines de Sherman qui étaient alignés dans les rues, et puis on rencontrait des militaires, des diables verts, des parachutistes allemands. On aurait dit des fauves qui ne savaient plus où aller, avec entourés de mitrailleuses, des MG dans les mains, etc., qui essayaient de rejoindre... Les troupes vers la frontière, ils ne savaient plus où aller. Nous, on était pris, on ne savait pas si on aurait été pris par les Allemands, ils nous prenaient pour des partisans, parce qu'on était en civil. Si les Américains, ils nous prenaient pour des fascistes. Les partisans, là, pareil. On a passé des nuits terribles, des jours terribles, là, pour essayer de se sauver. On a eu de la chance. Mon groupe a eu de la chance. Il y en a qui ne l'ont pas eu, qui sont morts en cours de route, ou qui ont été finis en camp de concentration. Alors pour la petite anecdote, peut-être pour terminer après, sur la puissance du matériel anglo-américain, à l'hiver 44-45, c'est le témoignage d'un officier des nageurs parachutistes, donc c'était des commandos de la Decimamas qui étaient balancés derrière les lignes pour faire du sabotage. Et ils avaient une mission à Saint-Côme de faire sauter un dépôt de tanks américains à 30 km du front. Et ils avaient chacun 5 charges pour faire sauter un char à chaque fois, donc 5 x 5, 25, donc ils sont partis dans des conditions extrêmement difficiles, bien évidemment. Ils sont arrivés jusqu'au dépôt de tanks, et il faisait une nuit noire, mais il y avait quand même un clair de lune qui n'était pas encore apparu, et ils ont commencé à placer leurs charges. Et à un moment donné, il y a un des marauds parachutistes qui fait signe au commandant en disant « Regardez, mon lieutenant, regardez ». Et effectivement, le clair de lune donnait une vision de l'ensemble du dépôt. Et il y avait des centaines de chars à l'infini qui étaient entreposés dans ce dépôt. Des chars Sherman. Des chars Sherman américains. Et là, ils se sont rendus compte
de l'inutilité de leur action, dérisoire, complètement dérisoire. Ouais, bon, je signale quand même qu'ils ont fait sauter 25 chars, mais voilà, c'était guerre perdue contre l'homme contre le matériel. L'homme contre le matériel. Il y en a quand même qui ont été pris, ceux qui étaient fusillés à Santa Maria, dans le sud. Absolument. Ils ont été pris, fusillés. Oui, ces nageurs parachutistes, effectivement, dès qu'ils étaient pris, étaient fusillés par les Alliés. Comme saboteurs. Oui. Alors vous, comment vous en êtes-vous tiré quelque part, donc à la suite de ces jours tragiques On aura beaucoup de kilomètres à pied avec mes 2 camarades. Et on ne savait pas que Mussolini avait été pris ignominieusement exhibé à Milan. On l'a su quand on est arrivé du côté de Bergamo. On s'est arrêté là dans les campagnes où un de mes compagnons d'armes avait des oncles qui étaient tous avec le foulard rouge, qui étaient tous des communistes, qui nous ont planqués dans leur campagne où ils avaient des outils pour travailler à la campagne. On dormait sur le maïs, alors qu'il avait été à peine coupé. Voilà, et on nous portait la popote, la manger, là, près d'un ruisseau où on avait nos affaires. Et voilà, quelques jours, on était comme ça. Et mon copain qui était de cette... il y avait ses oncles-là, restait là. Lui, il habitait à Reims. Et l'autre copain, il était d'origine de Reggio Emilia, d'origine social-communiste. Il a fréquenté les jeunesses social-communistes à Paris. Mais il était parti en guerre avec nous. Et comme ça, il y en avait d'autres. Et alors, il est venu avec moi toujours à pied, jusqu'à Garlasco, c'est un patelin dans la province de Pavie, où il y avait un frère à mon père. On a été accueillis et habillés là, un peu mieux parce qu'on était plutôt mal combinés. Voilà. Et là, il est resté quelques jours avec nous, après il est reparti. L'autre camarade, on a su qu'il a rejoint Reims où il était bastonné. Par les autorités françaises. Par les autorités françaises. Et il est parti après à la Guadeloupe. La Guadeloupe ? Oui, où il a vécu. Il avait un oncle qui était entrepreneur là, et il est mort là, à la Guadeloupe. Alors pour beaucoup, petite précision, pour beaucoup de volontaires italo-français, certains sont allés finir dans la Légion étrangère en Indochine, parce que quand ils ont été attrapés par les autorités françaises, on leur a bien fait comprendre que c'était ou l'Indo ou la prison pour de nombreuses années. Au même titre que beaucoup d'Allemands d'ailleurs. Voilà, au même titre que beaucoup d'Allemands, bien sûr. Moi, je n'étais pas insoumis comme la plupart des on l'a bien camarades. compris, Jean-Carlo. Voilà, ceux qui sont retournés précipitamment en France, sans penser aux conséquences, moi je suis bien gardé d'y aller, et ils ont été pris par la police. On leur a demandé, qu'est-ce que vous êtes venus faire? On est venus ici pour travailler, pour aider notre famille. On ne vous donnera pas la permission. On leur a fait signer l'engagement dans la Légion étrangère. Tant qu'à y être, oui. La République, c'est toujours être généreuse et employer à bon escient les talents. On fait aussi l'Algérie après. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'en Italie, dans les années 45-46, le climat est extrêmement difficile pour les anciens combattants de la République sociale. Il y a encore des assassinats qui sont commis jusqu'en 1946 par les communistes. Il y a des menaces permanentes. On leur interdit de travailler comme fonctionnaires, par exemple. Ceux qui ont été fonctionnaires ont été renvoyés. Voilà. Donc il y a vraiment des situations vraiment terribles qui sont passées pour de nombreux anciens combattants de la RSI. Il faut dire aussi que le service militaire qu'on a fait pendant la République sociale italienne ne compte pas, il n'est pas reconnu. Donc ils ont dû refaire leur service pour beaucoup dans l'armée italienne. Alors justement, ceux qui ont été rappelés, c'est tout. Non, ceux qui ont été rappelés pour faire leur service militaire en Italie, ils ont renoncé. Et alors, on leur a donné 15 jours pour quitter le territoire national. Et certains sont partis en Amérique du Sud. Fiorentini, Nantes, ils sont morts là-bas. D'accord.
Très bien, bon, c'est ainsi que nous allons terminer cette évocation donc d'une page d'histoire qui méritait d'être connue, avec un acteur de l'époque, un acteur donc qui a été donc un homme courageux, qui a montré son patriotisme et la vigueur de son engagement, donc Carlo Alfredo Panzarasa, que nous remercions. Donc je rappelle les parutions qui sont associées à cette évocation de cette page d'histoire. Donc le magnifique album Volontari di Francia, donc qui est disponible, ainsi que l'ouvrage d'Enzo et Laurent Belafato, l'Italien chemise noire, dit son homme libre, donc à la librairie Facta, 4 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement pour les Parisiens, ou disponible aussi par correspondance, cette même librairie. Donc Alfredo Panzarasa anime également donc l'Istituto Culturale Novecento, qu'on peut retrouver sur Internet, donc à l'adresse suivante, www.institutopanzarasa.com, avec pas mal de documents, de l'iconographie. Rappelons également que les auditeurs captivés par cette émission pourront trouver une bonne synthèse de cette page d'histoire dans un article signé par Laurent Berafato dans le dernier numéro de la revue Uniforme, donc, dont il est le rédacteur en chef, le numéro 285, donc en vente actuellement dans les bons kiosques. Et je signale également les 2 autres ouvrages que Laurent Berafato a signés ou co-signés avec son père Enzo, La Decima Mas, les nageurs de combat italiens de la Grande Guerre à Mussolini, édition Histoire et Collection, ainsi que Le Crépuscule du fascisme, Histoire de la République sociale italienne, donc, qui est disponible dans sa 2e édition, aux éditions Godefroy de Bouillon. Donc c'était Monsieur PGL ce soir qui avait reçu ses invités en compagnie de Laurent Berafato, donc de Carlo Alfredo Panzarasa, et bien sûr de la contribution de notre ingénieur en chef, Lord Tesla. Restez connectés, restez vigilants, continuez à vous former, et plus que jamais à l'abordage et pas de quartier.